Aujourd'hui, 16 juin, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'enfant africain. Depuis 1991, les sévices dont sont victimes les enfants du continent sont mis à nu à travers plusieurs manifestations. Pour notre part, nous avons choisi de nous pencher sur un mal qui subsiste, la malnutrition, deuxième cause de mortalité infantile après le paludisme. Au Burkina Faso, un enfant sur 5 est touché par le fléau. D'un mal à un autre, là aussi, il faut agir vite. C'est l'une des grandes conclusions des États généraux de l'enseignement supérieur. À Ouagadougou, les acteurs se sont penchés sur les mots qui minent essentiellement l'université et sont arrivés hier en début de soirée à des recommandations qui vous seront dévoilées en exclusivité dans ce journal. Et puis, l'entretien de ce Midi Magazine, ce sera avec Madame Marie-Françoise Ouedraogo, la directrice du cabinet du médiateur du Faso. Avec elle, il sera question de la tenue prochaine à Ouagadougou de la 5e réunion du comité exécutif de l'Association des ombudsman et médiateurs africains. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous sur la télévision du Burkina. C'était un cadre idéal pour se faire connaître du chef de l'État, mais aussi et surtout pour avoir avec lui des échanges directs. La communauté des Burkinabés vivant en Autriche est forte de près de 300 membres et la visite du président du Faso dans leur pays d'accueil a été fort appréciée. C'était une rencontre nourrie de débats que nous rapportent Alassane Zéo et Arsène Évariste Kaboré. Pas de problème majeur avec la communauté burkinabé vivant dans la juridiction de l'ambassadeur Paul-Robert Tiendrebego. Cette juridiction couvre l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et la Croatie. Honorés par la visite du président du Faso, les compatriotes sont venus s'enquérir des nouvelles du pays, présenter leur association et demander des conseils sur d'éventuelles interventions au Burkina Faso. Nous nous réjouissons surtout de voir que loin du Burkina, vous êtes là, vous travaillez, vous avez des compétences qui servent au progrès, bien sûr, dans ce pays. Mais, je l'ai dit souvent au Burkina, tout ça, ça fait partie des compétences pour le Burkina. Parce que si vous avez des transferts de compétences, des transferts de savoir à faire, ce sera avant tout au Burkinabé que vous allez les faire. Mais il est certain que pour qu'il y ait bien sûr cette passerelle entre vous et le Burkina, il est certain que nous devons de notre côté aussi faire en sorte de nous rapprocher des infrastructures physiques ou des infrastructures de savoir ou des infrastructures humaines qui peuvent permettre entre nos deux zones de la coopération, du partenariat. C'est à bâton rompu que les débats ont eu lieu et le président du Faso a profité de l'occasion pour donner de plus amples informations sur les réformes à venir. Comment faire intervenir davantage la diaspora burkinabé dans la construction de notre pays, comment nous ouvrir davantage à leur inspiration aussi, à leurs idées, à leur point de vue, parce qu'ils ont parfois sur des questions pris de l'avance sur nous et on a besoin qu'il y ait un retour. Voilà. Et nous avons essayé par le Conseil des Burkinabés de l'étranger, nous sommes en train maintenant de voir comment dans le Sénat qui est constitué, nous allons avoir une représentation de la diaspora afin que vous puissiez centraliser autour de ces représentants vos grandes idées pour soutenir le développement de notre pays. Beaucoup de Burkinabés travaillant en Autriche sont d'ex-élèves de l'ex-centre austro-burkinabé. Conscients des avantages qu'ils ont eus avec cette coopération autrichienne, ils ont demandé au président du Faso de voir avec son homologue autrichien les voies et moyens pour renforcer la coopération au niveau de la formation. La seule difficulté majeure qu'ils ont présentée, c'est le fait de perdre la nationalité burkinabé au moment où ils doivent prendre la nationalité autrichienne. Une exigence de la partie autrichienne, mais situation dans laquelle le Burkina Faso ne peut intervenir directement. Des débats contradictoires, mais aussi des points consensuels. Nous sommes à la Ouagadougou, aux États généraux de l'enseignement supérieur. Les 450 délégués participants ont tous reconnu la nécessité d'agir vite pour résorber la crise que traverse l'Université du Burkina. Pour ce faire, des recommandations fermes ont été formulées lors de la clôture de cette rencontre Nyarkiteda.
Les universités du Burkina traversent une profonde crise, ont unanimement reconnu les acteurs de l'enseignement supérieur. À travers des débats contradictoires, la crème de la communauté universitaire a su mettre en avant la volonté de recherche des voies et moyens pour taire la crise. Et au bout de 72 heures de réflexion, les 450 délégués conviés aux États généraux sont parvenus à d'importantes recommandations. Les États généraux ont estimé qu'il faut effectivement inscrire l'enseignement supérieur dans les priorités. Les États généraux ont pensé qu'il faut faire aussi un clin d'œil au niveau de l'enseignement supérieur privé. Nous avons aussi estimé au niveau des États généraux qu'il faille mettre en place un système de formation des ressources humaines qualifiantes en vue de la relève des enseignants de l'université, donc et naturellement un recrutement assez massif effectivement d'enseignants. La congruence entre les coûts de formation et les frais de scolarité, la mise à niveau des équipements informatiques et l'amélioration de la gouvernance sont également d'autres recommandations issues des États généraux. Des recommandations qui suscitent des commentaires au sein des partenaires sociaux de la communauté universitaire. Car pour certains, ce fut un grand rendez-vous, mais pour d'autres, par contre, ils restent sur leur faim. On ressort de ces États généraux pas satisfaits. Mais nous disons, alors tout dépend effectivement de ce que le gouvernement va faire effectivement de ces rapports-là. Parce que alors il y a des points sur quoi on est revenu, mais ils l'ont marqué comme des points non consensuels. Ça permet aussi à tout un chacun de dire réellement ce qui se passe dans nos universités. Puisqu'il faut dire que c'est une crise totale. Voilà, et toute activité est un peu rompue. On ne sait pas comment les choses fonctionnent. Donc ça peut arriver un peu le fonctionnement de tout un chacun. Ça a permis d'affirmer encore ce que nous pensons être des problèmes à prendre en charge au niveau de l'université. Et ces problèmes-là, de notre point de vue, c'est des problèmes liés essentiellement à une question de volonté politique. Nous avons demandé une autonomie des institutions d'enseignement supérieur. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect que nous avons demandé, c'est que l'on puisse nous permettre d'élire nos présidents. Le moratoire au sein des universités, l'augmentation des frais d'inscription et de restauration, ainsi que du loyer, l'octroi des bourses à tous les étudiants de la première à la troisième année sont entre autres les points non consensuels des États généraux et qui feront l'objet de futures réflexions. En attendant, c'est un pas de franchi pour l'enseignement supérieur, à en croire le parrain pour qui le dé est déjà jeté pour sortir les universités de l'impasse. Alea jacta est, c'est-à-dire que le sort est jeté. C'est-à-dire que maintenant il appartient à chaque partie de prendre ses responsabilités de manière que les conclusions de ces travaux soient exécutées par les uns et les autres, de manière que nous arrivions à la deuxième expression, flutua nec mergitur, c'est-à-dire que nos universités sont battues par les flots, mais ne sombreront pas. À ces journées de profonde réflexion sur la crise de l'enseignement supérieur, des pays amis du Burkina y étaient, notamment le Togo, le Niger et la Côte d'Ivoire. Ils ont salué la tenue des États généraux qui vont permettre de remettre les pendules à l'heure afin que l'université du Burkina Faso retrouve ses lettres de noblesse. Dans le processus de décentralisation voulu par le gouvernement, le Conseil régional occupe une place de choix. Il est de ce fait incontournable dans la résolution des problèmes qui touchent le développement et l'aménagement des collectivités locales. Joachim Zabramba en est conscient pour avoir été élu président du Conseil régional du Plateau central et lors de son installation, il a décliné sa vision de faire de sa région un véritable pôle de production maraîchère. Maïmouna Traoré. Travailler pour un développement inclusif de la région du Plateau central, il a pris l'engagement devant cette population témoin de son installation. Le nouveau président du Conseil régional place son mandat sous le signe de la cohésion, la concertation et la consolidation des acquis. Sa vision est conforme au plan régional de développement. Faire du Plateau central un pôle de production maraîchère et de services avec des indicateurs durablement performants en matière de réduction de la pauvreté. Il y a des communes qui sont enclavées. Voilà. Donc, de ce côté-là, il nous faut mettre l'effort. Du côté de la santé aussi, je sais qu'au Plateau central, il y a pas mal à faire. Voilà. Côté éducation, ça va un peu. Voilà. Mais du côté de la santé, du côté des infrastructures, du côté de l'agriculture, l'organisation du genre, dans ces collectivités-là, il y a pas mal de travail à faire.
Pour les personnes averties en matière de gouvernance, les 40 membres que compte le conseil régional ne pourront relever ces défis sans l'accompagnement des filles et fils de la région. Si la synergie d'action et la participation citoyenne est au rendez-vous, les bons résultats vont suivre. Donc c'est une invite à l'ensemble des conseillers régionaux et au président du conseil régional de travailler avec l'ensemble des populations, quel que soit leur bord politique. Nous avons dit qu'il est nécessaire qu'eux-mêmes, le conseil régional, travaille à consolider la confiance avec les populations, à faire en sorte qu'il y ait un esprit régional. Cette cérémonie a été placée sous le thème « Le conseil régional, un maillon indispensable dans le processus de décentralisation pour un développement harmonieux durable ». Ils travaillent en collaboration avec les collectivités décentralisées et pour que leurs objectifs soient mieux orientés vers les besoins réels des populations, les chefs de projets et programmes du ministère de la décentralisation mènent la réflexion. L'assemblée sectorielle de ce département va ainsi permettre d'évaluer les projets de l'année écoulée pour mieux préparer ceux qui sont à venir. Kadi Sanogo. Cette assemblée générale sectorielle du ministère en charge de l'aménagement du territoire et de la décentralisation se tient en prélude à l'Assemblée générale des projets et programmes qui sera présidée par le Premier ministre. L'objectif visé est d'évaluer les performances des projets et programmes de ce département ministériel au cours de l'année 2012. Elle permettra de mesurer l'efficacité de la bonne gouvernance des projets et programmes ainsi que les grands défis à relever. Elle permet de faire le point, d'évaluer les projets et programmes. Il faut se dire que ça a été une recommandation depuis 2010 d'évaluer les projets et programmes pour voir leur participation dans le développement du Burkina. Parce que vous savez que nos partenaires techniques et financiers nous appuient de façon multiforme, mais aussi à travers des projets et programmes au Burkina Faso. Et si nous ne faisons pas ces évaluations-là de temps en temps, donc des bilans, nous ne pouvons pas connaître leur impact, ni voir comment ils travaillent. Au cours de cette assemblée générale sectorielle, les chefs de projets et programmes vont identifier les difficultés auxquelles ils sont confrontés et proposer des solutions. Pendant ce temps, l'Union européenne, qui est un partenaire au processus de décentralisation, a procédé au lancement du PADIC, le programme d'appui à la décentralisation et aux investissements communaux. 2 phases composent ce projet dont la première est mise en œuvre dans 6 régions pour un montant de près de 16 milliards de francs CFA. Le point avec Sié Sylvestre-Da. Aux populations des Kaya dans le centre nord se sont jointes des délégations des différentes régions pour assister au lancement de la phase 1 du programme d'appui à la décentralisation et aux investissements communaux PADIC. Dans le cadre de ce programme, ce sont 8 milliards 700 millions de francs CFA qui vont être investis dans 140 communes de 6 régions du Burkina, qui sont les Cascades, le Sahel, le centre-est, le centre-sud, le centre-nord et le plateau central. Des investissements qui visent à améliorer le processus de décentralisation et de la gouvernance locale par le renforcement des capacités des collectivités locales, tant sur le plan des ressources humaines que sur le plan des dispositifs institutionnels. Ce genre de projet vise à réduire effectivement la pauvreté en investissant à la base. Cette base, ce sont les collectivités territoriales. Nous allons être très vigilants et nous allons être intransigeants par rapport à la destination des ressources. Les ressources seront affectées et utilisées là où elles sont prévues et nulle part ailleurs. Le PADIC est un projet gouvernemental financé par l'Union européenne d'un montant total de plus de 16 milliards de francs CFA et comportant 2 phases. La seconde débutera avec la fin de la première en 2017. Cette dernière phase va couvrir l'ensemble des acteurs nationaux via le Fonds permanent pour le développement. Mais nous considérons vraiment que la décentralisation, c'est un élément central sur le long terme. Il n'y aura pas de développement sans développement local et il n'y aura pas de développement local sans implication des autorités locales. Nous sommes très heureux de voir que le gouvernement a une stratégie de décentralisation, a une volonté politique au plus haut niveau de procéder à cette décentralisation et nous l'avons vu notamment à travers les allocations du budget qui, bien qu'encore certainement insuffisantes, ont énormément grimpé en quelques années et donc pour nous, ça a été vraiment un signe d'encouragement et de crédibilité du gouvernement dans sa politique de décentralisation. Et donc, nous nous sommes dit qu'il était important que nous appuyions cette décentralisation de manière importante.
À cette cérémonie de lancement, les différentes autorités déconcentrées et décentralisées ont reçu les kits marquant le démarrage effectif des activités du PADIC. Le mot d'ordre du ministre Toussaint Abel Coulibaly à tous les acteurs est que le mot échec doit être banni dans la mise en œuvre du projet. 69 millions de nos francs ont été mobilisés pour ériger une infrastructure à Bobo-Dioulasso. Il s'agit d'un nouveau bâtiment construit au profit de la brigade de transport aérien de la ville de Sia. La réalisation financée par l'ASECNA entre dans le cadre de la modernisation des infrastructures aéroportuaires. Moumouni Barou. La brigade de transport aérien de Bobo-Dioulasso possède désormais un bâtiment flambant neuf entrant dans le cadre de l'amélioration de la sûreté et de la sécurité des infrastructures de l'aéroport. Ce joyau d'un coût total d'environ 69 millions de francs CFA comprend 7 bureaux, 2 cellules et de 2 salles d'eau, le tout sur une superficie de 215 mètres carrés. Là où nous étions précédemment était quand même un local qui ne répondait plus à ce que nous faisions maintenant. Alors ça va nous permettre en tout cas d'être bien logés, de pouvoir en tout cas nous épanouir dans cet édifice flambant neuf et de pouvoir effectivement, quand on a le moral, eh bien, on travaille plus. Depuis une dizaine d'années, le Burkina Faso s'est lancé dans un vaste programme de réhabilitation et de modernisation de ses plateformes aéroportières. Une modernisation voulue par l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, pour répondre aux normes internationales de l'aviation civile. Un aéroport, c'est un lieu stratégique. L'aéroport de Bobo est un aéroport international. Et il est très important que la sécurité des passagers, la sécurité des avions qui fréquentent cette plateforme soit assurée. L'une des questions importantes, c'est la question de sécurité et de sûreté. Et il était bon que les services qui sont chargés de cet aspect soient logés dans les meilleures conditions avec les équipements modernes liés à l'évolution technologique. L'aéroport international de Bobo-Dioulasso va également bénéficier les jours à venir d'autres réalisations. À cet effet, les travaux d'éclairage des aires de trafic seront lancés ainsi que l'installation des équipements de traitement et d'enregistrement automatisé des passagers et des dispositifs de livraison de bagages pour un montant estimé à 750 millions de francs CFA. Toujours à Bobo-Dioulasso, la nuit d'hier a été consacrée au coton et partant aux producteurs de la fibre. La nuit du coton, première du genre, est une manifestation qui se veut pérenne pour exposer le travail abattu par les cotonculteurs. Les meilleurs producteurs et groupements de producteurs de coton de la campagne écoulée ont vu leurs efforts récompensés. Le résumé de la première édition de la nuit du coton avec Sanoa Christine Koulibaly. On l'appelle l'or blanc et il n'a jamais si bien porté ce nom que cette nuit-là. Une nuit au cours de laquelle le coton et ses acteurs étaient au centre de toutes les attentions. À l'image de Karafa Timboué qui vient de se hisser au premier rang de producteurs du coton du Burkina, ils sont des dizaines de producteurs et de groupements de producteurs à qui la Sofitex et ses partenaires ont rendu hommage pour avoir su se distinguer par leur professionnalisme au cours de la campagne écoulée. L'ensemble des lauréats, en plus des trophées et attestations, repart avec des lots composés d'infrastructures de stockage, d'intrants et d'équipements agricoles. De quoi dynamiser la filière. Je suis très content. Je vais saluer d'abord la Sofitex parce qu'avec leur initiative qu'ils ont fait, ça va m'aider beaucoup à pouvoir produire de plus. Parce que vous savez que si tu as les moyens de travail, c'est que le travail, ça avance. Et c'est l'un des objectifs de cette nuit de l'excellence, placé sous le signe de l'amélioration de la productivité et des revenus des producteurs. Nous sommes effectivement au début de la campagne cotonnière, agricole, et je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée pour lancer un appel à l'ensemble des producteurs et des productrices du Burkina Faso pour qu'ils s'engagent dans la production et particulièrement aux producteurs de coton qu'ils puissent effectivement travailler dans le sens du thème de cette nuit qui est de faire en sorte à améliorer la productivité pour créer plus de revenus
et plus de richesse pour eux. D'environ 2000 tonnes dans les années 50, la production cotonnière est passée à 630 000 tonnes. La campagne 2012-2013 faisant du coton le premier produit de rang du Burkina Faso et le deuxième pilier de l'économie nationale après l'or. Cette filière a connu à un moment donné des problèmes et nous constatons avec beaucoup de plaisir que depuis la dernière saison, c'est-à-dire celle de 2012-2013, nous avons atteint une production record de 600 030 tonnes, ce qui est quand même très important, avec comme sur le point de vue financier, une retombée financière de 160 milliards et 100 milliards redistribués aux producteurs. Alors donc je pense que c'est une très bonne chose aujourd'hui et cette filière, elle est en train de reprendre sa place dans notre économie. Pour la prochaine campagne, 750 000 tonnes de coton graines sont attendues. Une prévision qui, si elle est atteinte, permettrait au coton de reprendre sa place de premier produit d'exportation du Burkina Faso. Et à cette occasion, les acteurs qui accompagnent les producteurs pour l'atteinte de cet objectif ont été distingués par l'État burkinabé. On en vient à présent à l'entretien de ce Midi Magazine. Madame Françoise Ouedraogo, bonjour. Bonjour, Peggy Ouedraogo. Et merci donc d'être là. Vous êtes la directrice de cabinet du médiateur du Faso. Alors, il est prévu se tenir à Ouagadougou la 5e réunion du comité exécutif de l'AOMA. Dites-nous pour commencer ce qu'est l'AOMA. Disons que merci Peggy pour m'avoir reçu sur votre plateau. L'AOMA, c'est l'association des ombudsman et médiateurs africains. Mais je dois dire que la réunion du comité exécutif qui va se tenir à Ouagadougou du 18 au 21 est la 5e du genre. Et cette réunion fait suite à la tenue en 2003 de la conférence régionale des médiateurs et ombudsman africains, toujours à Ouagadougou ici. Et c'est à cette occasion que l'appellation de conférence régionale a été changée en association des ombudsman et médiateurs africains. Et disons que l'AOMA comprend 5 instances. Il y a une assemblée générale, qui est l'instance suprême de décision. Il y a le comité exécutif, qui est l'instance d'administration et de gestion. Il y a le secrétariat exécutif qui s'occupe des tâches du comité exécutif. Il y a également les sous-régions, parce que l'AOMA comprend 6 sous-régions et ces sous-régions coordonnent les activités au niveau de chacune des régions. Et il y a enfin le centre de recherche de l'ombudsman africain qui est basé en Afrique du Sud. Disons également que le comité exécutif, lors de sa dernière réunion à Luanda en mars 2013, a décidé donc de tenir cette réunion à Ouagadougou. Et je dois dire également que le comité exécutif comprend un président, 2 vice-présidents et un secrétaire exécutif. Pourquoi je parle de ça? Parce que le premier vice-président de l'AOMA est Madame le médiateur du Faso et c'est ce qui fait que nous sommes honorés d'abriter cette réunion à Ouagadougou. Alors, c'est un important ordre du jour qui est donc prévu pour cette 5e réunion. Pouvez-vous nous la décliner et puis surtout rappeler son impact pour les institutions africaines et plus précisément pour le médiateur du Faso? Oui, disons que ce qui est prévu à l'ordre du jour de cette rencontre, c'est l'examen des statuts de l'AOMA, parce que depuis 2003, les statuts n'ont pas été révisités et il était temps donc de faire cette relecture pour se conformer à l'environnement qui prévaut à ce jour. Autrement, en dehors de l'examen des statuts, il y a également le cadre de coopération avec l'Union africaine, parce que l'AOMA a demandé et obtenu de l'Union africaine d'être un membre observateur au niveau de l'Union africaine. Et je dois dire que le point le plus important, c'est la préparation de la prochaine Assemblée générale de l'AOMA.
En marge de la réunion de l'AOMA, il y aura 2 autres réunions. La réunion du Centre de recherche de l'Ombudsman africain, réunion au cours de laquelle ils vont examiner leur projet de plan stratégique qui couvre la période 2013-2016. Et il y aura la réunion de la zone Afrique des pays membres de l'Institut international de l'Ombudsman, qui va également essayer de se pencher sur leur propre statut. Donc voilà un peu l'ordre du jour. Alors depuis 2011, l'association donc des ombudsman et médiateurs africains est acceptée au sein de l'Union africaine. Quelle est la partition qu'elle y joue? La partition qu'elle y joue, c'est comme je le disais tantôt, elle a un statut d'observateur pour le moment, et l'AOMA veut profiter de cette tribune de l'Union africaine pour promouvoir l'institution de l'ombudsman et du médiateur africain au niveau des autres pays qui n'en disposent pas encore, ou des pays qui en disposent et qui ne savent pas exactement ce que l'institution doit faire. Donc c'est un peu ça l'enjeu au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine doit servir de tribune pour défendre cette position-là. Alors, c'est donc dire que la médiation institutionnelle est un outil qui contribue au rapprochement donc entre les citoyens et ceux qui les administrent. Et justement, avez-vous un message particulier à l'endroit des citoyens burkinabés quant à la tenue prochaine de la réunion de l'AOMA ici à Ouagadougou? Oui, ce que je dois dire pour ce qui concerne les citoyens burkinabés, cette rencontre va permettre certainement à un certain nombre de personnes de découvrir ce que c'est que l'ombudsman ou le médiateur africain, parce que c'est vrai que le médiateur du Faso existe depuis bientôt une vingtaine d'années. C'est une institution qui est connue, mais pas suffisamment, parce qu'il y en a encore à ce jour qui ne savent pas que cette institution existe, encore moins ce qu'elle fait. Et je pense que c'est une bonne occasion, en tout cas, pour nous, pour que les gens comprennent que l'institution du médiateur, ce n'est pas seulement au Burkina Faso, mais c'est dans beaucoup de pays à travers le monde. Et surtout que son rôle est capital dans un pays pour la recherche de la paix. Tout à fait, parce que le médiateur ou l'ombudsman contribue en tout cas à maintenir la paix dans un pays, puisque en tant qu'intercesseur entre l'administré et l'administration, il arrive à apaiser un certain nombre de conflits latents, à les résoudre en résolvant les problèmes que les administrés viennent lui poser. Donc l'appel que vous lancez aux populations, c'est de venir participer donc, pour mieux connaître l'institution ici et surtout pouvoir donc, la confronter aux autres institutions qui seront présentes ici à Ouagadougou. Oui, l'appel que je voudrais lancer, c'est que c'est l'institution du médiateur du Faso a connu dernièrement la relecture de sa loi organique. Et je voulais surtout que ceux qui nous écoutent sachent qu'il y a des innovations importantes qui sont intervenues dans cette relecture de la loi organique, telles que l'obligation pour le médiateur du Faso de prêter désormais serment, ce qui ne se faisait pas, la possibilité pour des organisations de la société civile de saisir le médiateur du Faso, soit pour une action en vue de l'amélioration du service public, soit pour toute activité de conciliation entre l'administration et des couches socio-professionnelles, par exemple. Et également, le fait que le citoyen peut saisir le médiateur du Faso à courriel. Et je pense que ça, c'est important pour ceux qui ne sont pas dans le pays, qui sont à l'extérieur. Et également, le fait que un citoyen introduise un dossier en justice ne l'empêche pas de saisir en même temps le médiateur concomitamment. D'accord. Donc c'est quelques points, mais ce n'est pas le point exhaustif. D'accord. Merci donc bien pour tous ces éclairages sur le médiateur du Faso. Je rappelle que vous êtes Madame Marie-Françoise Ouedraogo et vous êtes la directrice de cabinet du médiateur du Faso.
Vous étiez sur ce plateau pour parler de la tenue de la 5e réunion du comité exécutif de l'association des ombudsman et médiateurs africains AMOA. Et cette réunion va se tenir à Ouagadougou du 18 au 21 juin prochain. C'est bien cela? C'est bien cela. Alors vous restez avec nous pour la suite du journal. Une suite qui nous conduit au dossier de ce journal qui porte sur la malnutrition. À l'occasion de la journée de l'enfant africain commémorée ce jour 16 juin, Aboubacar Sagnon a fait un zoom sur ce mal qui touche un enfant sur 5 au Burkina Faso. La malnutrition est de ce fait une préoccupation de premier ordre pour les autorités. Quelle est l'ampleur de ce phénomène et quelles mesures pour les faire reculer? Les éléments de réponse dans ce reportage. À 6 mois, Rainatou ne pèse que 3,8 kg au lieu de 7 pour un enfant de son âge. Et son état était plus grave quand sa mère l'amenait ici il y a 9 jours. Depuis qu'on est là, ça se passe bien. Quand on était à la maison, l'enfant ne mangeait pas. Et quand on est arrivé ici, grâce à Dieu, ça va. Depuis 1985, le CREN de Chifra prend en charge les enfants de 0 à 5 ans souffrant de carences en vitamines ou en sels minéraux nécessaires à leur croissance. S'il y a une malnutrition sévère avec des complications, soit manque d'appétit, il y a une diarrhée, une bronchite ou une anémie, ou le palu, la mère est obligée de rester ici avec l'enfant pour un traitement spécifique. Ce traitement spécifique est appliqué depuis 2006. Il comprend 3 phases qui peuvent s'étaler sur 2 à 4 semaines selon la gravité de la maladie. Il y a le traitement systématique, les médicaments qu'on doit donner, qui est le cotri, il y a la vitamine A, des parasitages et il y a un autre traitement maintenant selon les pathologies que l'enfant présente. Le traitement diététique, c'est l'alimentation. Là aussi, on suit le protocole. 5 jours de phase de stabilisation d'abord, pour essayer de donner d'abord le premier aliment, c'est le F75 qui se donne selon le poids de l'enfant. Et après ces 5 jours, nous passons au F100 qui est une phase de stabilisation. L'enfant doit pouvoir commencer à prendre du poids à partir de F100. Et là aussi, on fait 6 à 7 jours. Et après, maintenant, l'enfant peut manger les aliments locaux, les bouillies enrichis. Le CREN reçoit une trentaine d'enfants par mois. Plus de 90% d'entre eux recouvrent la santé. Il était vraiment fatigué. Son corps est chaud. Il n'arrive plus à s'asseoir. Il ne peut même pas manger, il ne peut rien faire. Il n'arrive pas à téter encore. Il pleure toujours. Quand on est venu seulement, quand ils ont commencé seulement, après 4 jours seulement, j'ai vu que mon enfant est bien. L'ignorance et la pauvreté restent les faces cachées de la malnutrition au Burkina Faso. En ce mois de la famille et de l'enfant, l'ensemble des acteurs doivent conjuguer leurs efforts pour aider les enfants victimes de cette maladie. Et puis, à l'instar des autres pays, les catholiques du Burkina célèbrent cette année l'année de la foi instaurée par le Saint-Siège. L'une des activités inscrites dans cette dynamique a intéressé nos reporters. Il s'agit de la journée de partage d'expériences au profit des jeunes de la paroisse Saint-Gabriel de Ouagadougou. L'esprit de créativité et à travers l'entrepreneuriat a servi de moteur pour enrichir les débats. Ramatouzida, Jacques Lamissa-Tarpaga. Cette journée de partage d'expérience a permis aux jeunes de la paroisse Saint-Gabriel d'acquérir les rudiments nécessaires pour concilier vie professionnelle et vie chrétienne. Au cours des échanges, ils ont largement été éclairés sur les moyens pour réussir dans l'entrepreneuriat, des connaissances qui devraient susciter en eux la volonté de créer des projets, mais aussi celle de savoir mettre leurs acquis professionnels au service de la foi chrétienne. Nous sommes partis sur le constat que des jeunes avaient des problèmes pour concilier leur foi chrétienne avec leur vie professionnelle. Donc nous vivons ça même au sein de notre chorale. Nous avons des gens qui sont là, qui sont vraiment dynamiques. À un moment, quand leur vie professionnelle change de position, nous perdons ces membres de la chorale là. Donc nous avons jugé nécessaire d'inviter tous les fidèles de notre paroisse de venir assister à ce partage d'expérience-là avec ces aînés qui font beaucoup d'efforts et qui essayent de concilier les deux. Initiée par la coordination de la chorale Saint-Augustin de la paroisse Saint-Gabriel, la rencontre s'inscrit dans la dynamique de la commémoration de l'année de la foi demandée par le Vatican. La foi en elle-même est une force qui nous fait mouvoir. Et pour cela,
elle demande qu'on s'engage dans nos communautés, qu'on agisse pour influencer autour de nous et participer au développement de la société. Donc, en dépit, en tout cas, des défis et de nos contextes, il faut que cette force vive en eux et les aide, en tout cas, à regarder l'avenir autrement. Il n'y a qu'à cette condition, en tout cas, qui pourront être demain la relève du Burkina Faso. L'activité est à sa première édition et les promoteurs entendent prendre les dispositions pour la rendre pérenne. La marraine, quant à elle, dit s'engager à travailler aux côtés de ces jeunes pour assurer leur plein épanouissement. Toujours en religion, le président du mouvement sunnite du Burkina a procédé à l'inauguration de la nouvelle mosquée de Yourga dans le Koulpelgo. Communion, partage et culture de la paix, c'est ce qu'ont rappelé aux fidèles les promoteurs de l'infrastructure entièrement financée par le mouvement et les associations sunnites. Moussaki, Jacques Lamissa Tarpaga, reportage. Les fidèles musulmans sunnites de Younga ont désormais une nouvelle mosquée. Cette mosquée constitue un cadre de rassemblement, de culture de la paix et de l'entente entre ses frères et sœurs en islam. Ce lieu de prière est bien accueilli par le premier responsable du mouvement sunnite. Le fait d'avoir cette mosquée de vendredi est une grande joie pour nous. Le mouvement sunnite a vraiment posé un acte plus qu'utile ici à Yourga. Nous remercions les autorités de notre pays qui ont rendu favorable cette initiative. Cette nouvelle mosquée de vendredi a vu le jour grâce au financement du mouvement sunnite et les associations sœurs sunnites. La cérémonie a été une occasion pour les responsables politiques d'appeler les différents groupes musulmans chiites et sunnites à œuvrer davantage pour l'entente entre les filles et les fils de Younga. Elles ont aussi invité les bénéficiaires de cet édifice à l'entretenir pour le bonheur des fidèles musulmans sunnites de la localité. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et merci particulièrement à tous les papas qui nous ont suivis aujourd'hui. Bonne fête des pères. Au revoir.